Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce magazine conjoint, co-animé, co-présenté par Vicky Kazumba du magazine Tête à Tête de Géopolis TV et de moi-même, Jean-Pierre Joji pour Kanakin Télévision. Dans ce magazine d'entretien spécial, pour cette soirée, nous recevons pour vous, Vicky Kazumba et moi, l'honorable député national élu de la Lukunga, Jean-Jacques Mamba Kabamba. Vicky, en face de nous, un élu, un député. L'actualité est dominée par ce qui doit se passer à l'Assemblée nationale par rapport à la CENI, par rapport à l'état des sièges, par rapport aux 100 jours, parce que ce sont eux qui ont investi ça dans le Condé. En face de nous, j'estime que c'est un client qui vaut la peine. Tout à fait, honorable, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais qu'on commence ce jeu de questions-réponses par un focus sur vous. Ma question d'ouverture est de savoir, est-il aisé d'être député national en République démocratique du Congo au regard de tous les mythes qui entourent le travail du député? Non, je ne pense pas que ce soit une tâche facile, ni en République démocratique du Congo, encore moins ailleurs. Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte quand même atypique, parce que dans un contexte d'extrême pauvreté, où finalement l'essence même du travail parlementaire a perdu tout son prestige. Parce qu'aujourd'hui, les députés nationaux comme provinciaux sont réduits à un rang d'assistants sociaux. Et en lieu et place de réfléchir en perspective de l'avenir de la société, de ce qu'elle doit devenir, ils sont là, nous sommes là, je voulais dire, à résoudre des problèmes liés à l'immédiateté, à la souffrance, des problèmes de santé, des problèmes en ce qui me concerne particulièrement, des problèmes d'érosion, de construction. Voilà, ça veut dire que sous d'autres cieux, dans des pays plus ou moins développés, les députés, par la législation, par le contrôle parlementaire, préparent la société du futur, ont le temps de réfléchir sur 10, sur 15 ans. Mais aujourd'hui, dans notre pays, par rapport au contexte, nous sommes plutôt amenés à résoudre des problèmes immédiats et nous sommes envahis par ces problèmes-là, malheureusement. Donc c'est ce qui rend de manière assez atypique la tâche difficile. Ok, rebondissant sur la question de Vicky Kazumba, vous avez dit la tâche n'est pas aisée, être député au Congo ou même ailleurs, surtout en Afrique, agent social, vous assistez les populations. Mais aujourd'hui, vous en tant que député élu de la Lukunga, vous êtes à pratiquement 2 ans et demi de cette législature, vous êtes souvent dans la base, vous êtes présent. Quel est le ressenti de votre fief électoral quant à votre travail, vous d'abord, Jean-Jacques Mamba, quand vous allez vers votre base, et que ressent-elle? Est-ce que votre travail est apprécié? Il estime que la mission pour laquelle vous ont envoyé au Parlement est remplie avec dextérité, avec satisfaction. Et c'est quoi le ressenti quand vous leur parlez? Bon, ce serait prétentieux de ma part de parler à leur place. Si vous aviez tendu un micro au niveau de ma base ou de ma circonscription, c'est-à-dire allant de Miten Diabarumbu, vous auriez un aperçu réel. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la mesure du contact que j'ai avec les populations, la mesure du contact que j'ai avec ma base, c'est une mesure qui me permet de vous dire aujourd'hui que lorsque je suis en contact avec les différents électeurs, très peu me posent des problèmes de société. Généralement, je suis en face des personnes qui me posent des problèmes personnels. Par exemple, j'ai fait 2 ans comme député, vous le dites si bien, je n'ai jamais reçu une proposition de loi. Ça veut dire que les électeurs, lorsqu'ils arrivent, ils ne vous parlent pas de quelque chose qui sort du cadre de ces problèmes personnels ou des problèmes à la limite de la communauté, en ce qui concerne des problèmes, par exemple, d'assainissement ou des problèmes d'érosion, comme on pourra peut-être l'évoquer ici. Mais de manière générale, si vous recevez 10 personnes ou vous êtes en contact avec 10 électeurs, pour la plupart d'entre eux, ils vous parlent de leurs problèmes personnels. Du coup, c'est quand même assez complexe aujourd'hui pour moi de vous dire quel est leur ressenti, parce que vous allez constater que 70% des collègues qui constituent l'Assemblée nationale, que nous sommes, les députés, je voulais dire, 70% des députés sont élus pas sur base de cette philosophie parlementaire qui consiste dans le contrôle parlementaire et dans les législations, mais sont élus sur base de la résolution ou de l'apport social conséquent qu'ils mettent à la disposition de leur population. Parfois ce sont des dons, parfois ce sont des pagnes, parfois ce sont des ponts qu'ils construisent, parfois ce sont des maternités, ils vont à la maternité payer la facture globale des mamans qui y sont. Je veux dire que 70% de l'électorat exige la résolution des problèmes sociaux immédiats.
Donc c'est ça la difficulté. Et il est difficile pour moi aujourd'hui de vous dire, par exemple, je peux vous citer un nombre assez important de propositions de loi et d'actions de contrôle parlementaire que nous avons initiées depuis que nous sommes là, mais je peux aussi vous dire en même temps que lorsque vous êtes en contact avec la base, vous organisez des matinées politiques, il y a très peu de personnes qui sont portées à chercher à comprendre ou à mener des inputs dans le travail que vous faites, mais par contre, les personnes vont vous dire, écoutez, nous avons des problèmes d'eau, allez vous battre, allez parler au ministre, nous avons des problèmes d'érosion, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes de travail, de sécurité. Ça fait partie de notre travail, mais l'essence du travail parlementaire, comme je vous dis, vous devez, en tant que député, cogiter et préparer la société pour le futur par rapport aux différents défis de manière prémonitoire qui peuvent arriver dans un contexte qui est le nôtre. Alors, parlant de défis qui ne reprennent la parole, Jacques Mamba, et tout récemment, vous êtes tout le temps avec votre base de la Lukunga, Ngalema, Barombo et j'en passe. Et récemment, vous étiez là, il y a eu des érosions qu'on ne peut pas expliquer, qui datent de beaucoup d'années, et ça ne revient pas à vous de trouver des solutions. Néanmoins, quand vous êtes en face d'une telle situation catastrophique, parce que des maisons vont partir, là, il faut qu'on se le dise, mais quel est alors le début de réponse en termes de législation, en termes de propositions pour cette population-là? On sait que ces images que les Serge vont nous mettre là-bas, elles sont vraiment choquantes, les érosions qui datent de beaucoup d'années, et vous, en tant que député, leur porte-parole au niveau du Parlement, quel est le début de solution qu'on peut enclencher pour tenter déjà de soulager ces mal qui est profond? J'espère que vous allez me donner 2-3 minutes pour mieux expliquer la situation. Absolument. Je me suis fait élire, effectivement. Une grande partie de mon électorat, c'est des personnes qui vivent dans des milieux érosifs. Donc lorsque nous sommes allés voir ces différents électeurs, nous leur avons dit que nous allons nous investir pour que le gouvernement mette les moyens afin, effectivement, d'endiguer le phénomène, le freiner, si pas l'arrêter définitivement. Mais quelle est la difficulté que nous avons? C'est que d'abord, il y a un problème comportemental. Ça veut dire qu'en raison des moyens qui sont faibles, les moyens des pouvoirs d'achat de la population, les terrains érosifs sont les moins chers. C'est-à-dire que les gens vont y vivre parce qu'ils peuvent avoir un terrain de terre, un lopin de terre à vil prix. La deuxième difficulté, c'est que lorsque vous, députés, vous vous engagez à lutter ou à apporter votre contribution pour que ce problème-là puisse, si vous voulez, arriver à terme, vous ne le faites pas en connivence, si vous voulez, en corrélation ou en intelligence avec le gouvernement qui, lui, a d'autres priorités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Nous avons des érosions Mitendi, nous avons l'érosion de Lalou, nous avons l'érosion du quartier Makila et plusieurs érosions de Top Top. Ce que nous faisons de manière régulière, c'est que on endigue, on donne ce qu'il faut pour acheter des sacs. Ça, c'est tous les jours. On a même connu des cas de décès. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, par exemple, pour l'érosion de Lalou, nous avons même fait un documentaire. Comme là, c'est Lalou, on dirait. Nous avons fait un documentaire, nous avons filmé, nous avons eu des cas vraiment gravissimes. Il y a des parents qui sont partis, des bébés qui sont partis. J'ai même rencontré un monsieur qui est aveugle, qui est devenu aveugle parce qu'au fait, toutes ces économies, il vendait des journaux, toutes les économies qu'il a faites pendant les 3 dernières années, il a acheté un lopin de terre, il a construit, et un jour en revenant du travail, il constate qu'il y a eu une forte pluie, et que sur le lopin de terre et toute la maison était partie, il y a eu une tension oculaire, il est resté aveugle. Nous avons fait un documentaire de tous ces témoignages, j'ai pris une délégation, nous sommes allés chez le ministre. Arrivé chez le ministre, on nous a dit sans rigoler, à l'époque, c'était le ministre des ITPR, c'était Bokos, qu'il n'y avait pas de moyens pour le faire, qu'il y avait déjà une facture qui a été introduite au niveau du ministère des Finances, qu'il fallait 15 millions, mais qu'il n'y avait pas les 15 millions. Donc, toute notre impuissance réside dans le fait que le problème est posé, mais le gouvernement de l'époque, et même celui actuellement, n'a pas dans ses priorités cette vision-là d'endiguer ce phénomène et de mettre les moyens conséquents. Une autre difficulté, c'est laquelle? C'est que finalement, vous remarquerez que depuis les années 80-85, il y a eu plusieurs travaux d'érosion, les Chinois et les Japonais. Mais il y a un problème, c'est la force de la nature, il y a le dérèglement climatique. Donc, l'ensemble des sommes investies dans ces quartiers-là, aujourd'hui, je pense qu'on peut atteindre plus de 100-150 millions. Mais avec 150 millions, on peut construire une nouvelle ville. Parce que ce que nous avons pensé faire, en dehors du fait que nous assistons ces populations, que nous faisons des pressions sur les ministres, notamment le ministre des ITPR et le DG de l'OVD, mais nous avons pensé qu'il faille faire une autre ville pour déplacer tous ceux qui ont perdu des maisons et essayer de restreindre au maximum le lotissement dans les terrains qui sont accidentés. Et donc, à terme, ce que nous avons déjà fait, c'est proposer une loi sur les urbanistes. L'ordre des urbanistes, c'est une loi qui n'existe pas, un ordre qui n'existe pas. On a déposé la loi, on a rediscuté, on vient de la réintroduire parce que
Il me semble qu'à l'époque, ça n'existait pas, on n'en trouvait pas l'utilité. Mais lorsque vous voyez la ville de Kinshasa, vous allez constater qu'aujourd'hui, avec 13 millions d'habitants, un réseau routier qui ne peut pas absorber le trafic, nous sommes dans une ville la plus sale du monde, on va le dire aussi en passant, qui est invivable. Donc il y a des problèmes d'urbanisme qui touchent aussi cette question des érosions. Donc nous avons proposé cette loi, nous sommes allés voir le ministre, mais nous n'avons pas de solution. Quelle est la crainte? C'est qu'en 2023, si nous allons battre campagne et que ce problème n'est pas résolu, on va nous dire, mais Binoba député, vous allez alors qu'en réalité, nous nous sommes investis à plein régime. Nous avons contacté le gouvernement, nous avons écrit, nous avons pris une délégation des personnes qui y habitent, nous sommes allés voir le ministre, mais la réponse était sans appel, il n'y a pas de moyens pour le faire. Donc à ce moment-là, nous n'avons pas fait des promesses fallacieuses, mais est-ce que nous avons la possibilité de toucher tout le monde pour expliquer comment la situation s'est déroulée? Je ne pense pas. Donc beaucoup diront que nous sommes dans les érosions, vous êtes revenus, vous nous aviez promis, mais vous n'aviez pas réalisé, alors qu'en réalité, c'était un problème beaucoup plus complexe. Voilà, honorable, est-ce qu'il n'y a pas lieu là de redouter une sanction de la population face à votre mandature, étant donné que vous évoquez plus des difficultés? Je voudrais d'ailleurs coupler cette préoccupation avec une autre question que j'avais au regard de la complexité que vous avez évoquée. Le problème se situe à quel niveau? Est-ce au niveau de la population qui comprend mal votre travail, ou alors c'est au niveau du politique que vous êtes et qui a mal vendu la vision? Non, la population refuse de comprendre notre travail. La population veut nous donner un travail. Vous savez, aujourd'hui, le lien que nous avons, nous sommes dans une forme d'osmose avec la population. La population considère que le fait d'élire une personne et que cette personne a le privilège d'être député national, c'est entre guillemets leur représentant, mais pas leur représentant pour les lois et les propositions de loi, leur représentant pour des problèmes personnels qui les touchent. Donc, c'est une faillite collective de la société. Maintenant, si, à la base, parce qu'il y aura une nouvelle loi électorale, nous devrons discuter de ces choses, par exemple, interdire les cadeaux, comme ça se fait partout en Afrique maintenant. En Afrique noire, lorsque vous êtes au Ghana, au Nigeria, même en Côte d'Ivoire, si vous venez en campagne électorale avec des dons, vous êtes sanctionné, vous êtes éliminé. Donc, ça n'existe plus. Si nous arrivons à renforcer cette loi électorale, nous aurons des campagnes thématiques. Ça veut dire que vous devez avoir des arguments pour convaincre. Malheureusement, nous avons connu 3 cycles électoraux et nous n'avons jamais eu de campagne thématique. Nous avons eu des campagnes où, comme je vous l'ai dit, le plus offrant, et surtout s'il est dans le camp le plus apprécié, ça veut dire que si vous êtes opposant et que vous avez les moyens, vous avez 80 ou peut-être 70% de chances de passer sans pour autant avoir un discours, sans pour autant être en mesure de discourir et de discuter et même par la suite faire des propositions de loi. Donc, ici, nous sommes dans une faillite globale de notre système électoral, mais nous sommes aussi dans une faillite sociétale qui s'explique par le fait que nous sommes le pays le plus pauvre au monde. Et aujourd'hui, même si, et je pense que la population comprend et sait ce qu'est notre travail, mais elle nous le refuse parce qu'elle préfère que nous fassions le travail qui est le plus avantageux pour eux en ce moment, c'est-à-dire résoudre des problèmes immédiats. Moi, je reçois des délégations, voilà, je vois, vous recevez un papa, son épouse, les enfants, qui viennent avec les enfants à la maison pour vous dire que nous n'avons pas de quoi payer de Minerval. Lorsque à ce couple-là, à cette famille, vous expliquez que mon travail, ce n'est pas celui-là, mais il ne vous comprendra, il refusera de vous comprendre parce que lui, il a un problème et il considère que ce que vous êtes devenu ou le fait que vous soyez député, il y a participé et donc de droit, il a le droit de vous exiger des choses et vous, c'est une obligation de rencontrer ses préoccupations. Donc, il faudrait que nous commencions par la base, c'est-à-dire la loi électorale. Lorsque, pendant une campagne électorale, les candidats députés seront obligés de défendre et de proposer des thématiques et de faire des débats, alors en ce moment-là, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que d'exiger aux députés de faire ce pourquoi ils ont été élus. Mais pour l'instant, s'ils ont été élus parce qu'ils avaient construit un pont, parce qu'ils avaient aidé les gens dans les hôpitaux, ils reviendront aux élections avec la même stratégie et ça fait 3 cycles électoraux que ça perdure, où vous avez des députés qui, de plus en plus dans les assemblées, demandent à ce que leurs émoluments augmentent, c'est-à-dire on pousse vers le haut le niveau des vies des députés. Mais pourquoi?
parce que derrière eux, il y a une très grosse pression sociale, et donc il y a un dysfonctionnement qu'il faut réguler à la base. Alors aujourd'hui, puisque nous parlons des à votre fièvre électorale, de la cour en général, vous avez évoqué ici la réaction un peu plus désolante des Willing Post, le ministre SCP d'alors. Alors l'actuel Alexis Guizaro a-t-il été consulté par vous? Vous l'avez vu? Quelle est sa réponse quant à ces problèmes qui est quand même délicat? Et on l'a dit ici, dans 5, 6, 7, 8 ans, certaines maisons en Galema vont disparaître. Est-ce qu'Alexis Guizaro a été informé et il est au courant de la situation qui va arriver dans 5-6 ans? Écoutez, le principe de la continuité de l'État existe, donc il a fait la remise et reprise avec Willing Bokos. Il n'y a personne, aucun politique ici à Kinshasa peut vous dire qu'il ignore le problème des érosions. Maintenant, il faut savoir que le gouvernement que nous avons vient de totaliser 100 jours, qu'il y a eu des priorités, et il faudra voir dans la durée comment il va réagir. Je vois déjà très bien que le gouvernement a l'intention de construire une nouvelle ville. Il faudra, si cela se concrétise, qu'on donne priorité à toutes les personnes qui vivent dans les milieux érosifs, qui ont perdu, qui ont des certificats d'enregistrement en bonne et due forme, avec des photos des maisons qu'ils avaient construites, qu'on privilégie ces personnes-là et qu'on restreigne au maximum le lotissement dans des lieux à risque. Parce que c'est ça le problème. Il faut quand même savoir une chose. C'est que quelle que soit la puissance ou l'intelligence d'un gouvernement, Warriors, surdoués, on a eu beaucoup de noms ici, il y a des difficultés lorsque, en termes de démographie, la planification économique, les politiques publiques ne savent pas suivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un budget de plus ou moins 4 milliards. Nous nageons entre 4 et 5, 6 milliards maximum depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, notre population a augmenté de 20 ou 30%. Cela veut dire que pour le même niveau de production de richesse, nous deviendrons toujours plus pauvres parce que nous naissons, pour dire ça en termes clairs, nous naissons beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup trop d'enfants. Donc, si en 2010, nous avions un budget de 5 milliards et que nous avions une population de 60 millions. En 2021, nous avons un budget de 5 milliards et nous avons une population de 80 millions. Ça veut dire que les 30 millions supplémentaires se greffent au même budget et donc nous nous appauvrissons. Donc des fois, lorsque nous sommes en train, avec sévérité, nous parlons du gouvernement, que les choses ne fonctionnent pas, il faut que nous soyons quand même en mesure d'analyser froidement la situation et de voir la situation de manière globale. Pas seulement nous, mais les dirigeants. Cela veut dire que les politiques publiques actuelles doivent intégrer cette donne démographique. La mobilisation des recettes doit intégrer le fait que nous avons une population qui est très jeune et que, faute d'avoir de l'emploi et d'être occupé, a un taux démographique anormalement élevé et ça pose problème pour la planification. Honorable, vous l'avez relevé, je préfère rebondir sur cela. Nous avons suivi l'actualité, le gouvernement vient de totaliser pratiquement 100 jours et au niveau du Premier ministre, on a noté une certaine satisfaction. Mais au regard de votre discours, est-ce que je peux me permettre de dire que vous ne croyez pas beaucoup en cette satisfaction? Non, j'ai l'obligation de croire et d'avoir de l'espoir. Je suis en train de vous parler d'une situation qui est difficile. Que ce soit pour le Premier ministre, que ce soit pour le Président de la République, que ce soit pour l'Assemblée nationale et pour tout le monde. Mais nous devons nous mobiliser, nous devons être solidaires parce qu'au fait, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, à un certain moment, nous pouvons nous mettre d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de considérer la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, les Warriors ont fait 100 jours, satisfaits ou pas satisfaits, mais je pense qu'ils n'ont pas résolu tous les problèmes de la société. Et qu'en 100 jours, il est pratiquement impossible de résoudre tous les problèmes. Peut-être même pas en 5 ans, peut-être même pas en 10 ans. Mais nous devons nous mettre d'accord sur la direction que doit prendre notre société pour qu'à terme, nous disions, bon écoutez, voici nos objectifs, dans 10 ans nous devons réduire la pauvreté d'autant, dans 10 ans nous devons construire autant de routes, dans 10 ans autant de logements sociaux, dans 10 ans nous devons réduire le taux de chômage structurel de 50 ou 60%. Lorsque vous avez pareils objectifs, pas seulement en termes de vision, mais en termes de comportement, parce qu'il faut faire attention. Ce qui se passe avec les Congolais, c'est que lorsque vous prenez ce qu'ils écrivent, lorsque vous prenez ce qu'ils disent, et lorsque vous faites, si vous voulez, un matching avec leur comportement, vous constaterez que le comportement ne permettra pas d'atteindre la vision. Au fait, les visions, tout le monde en a. Vous savez, on a entendu ici que le pays était comme le Brésil, nous avons le fleuve. Le potentiel, nous l'avons. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous nous projetons dans une vision, c'est notre propre comportement, ce sont nos propres attitudes qui nous empêchent d'atteindre cette vision. Et nos propres attitudes
Je ne stigmatise pas que le gouvernement, encore moins le Premier ministre, mais je parle de cette faillite collective, c'est-à-dire la population. Aujourd'hui, nous nous plaignons que, voilà, par exemple, lorsqu'il pleut, mais regardez les canaux, les canalisations. Qui remplissent les canalisations? Ce sont les populations. Vous allez constater que quelqu'un qui prépare chez lui, il ne veut pas que chez lui soit sale, il va prendre ses immondices, il va les jeter. Donc cette personne-là participe de la désintégration de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Lorsqu'on parle des érosions, dernièrement, vous avez vu la rue Zappé, l'arrêt Zappé. Il y a eu simplement un monsieur qui est venu parce qu'il voulait construire, parce que les Congolais, précisément les Kinois, deviennent de plus en plus anarchiques. Il a déversé 30 tonnes de caillasse et l'eau n'arrivait plus à passer. L'eau a été naturellement déviée et ça a plongé vers les canalisations et ça a créé l'érosion et la route s'est cassée à cause du comportement d'un seul individu. Donc, nous avons une faillite collective et nous devons d'abord commencer par un cas de conscience. Tout le monde doit se remettre en question. Ce n'est pas ce que l'affaire des dirigeants. Il a été démontré ici qu'il y a des gens qui se comportent mal alors que il y a quelques années, lorsqu'elle avait un discours dur dans l'opposition, vous aviez l'impression que si vous placez ces personnes-là, vous les hissez à un poste de responsabilité, les choses devraient changer. Mais vous constatez qu'elles se comportent pire que ceux que nous avions. Pourquoi? Parce que de manière collective, nous ne voulons pas nous assumer. Nous sommes très intelligents, très bons lorsque nous ne sommes pas aux affaires. Nous sommes très intelligents, très lucides lorsque nous nous opposons à ceux qui gèrent. Mais lorsqu'il nous est donné de gérer, en tant qu'individu, généralement, nous adoptons les mêmes comportements que d'avant. Et c'est ça le cercle vicieux dans lequel nous évoluons. Mais au fait, si je prends le refaire de la médaille, Honorable Mamba Jean-Jacques, la faute peut incomber à vous, députés, parce qu'il y a de moins en moins de pédagogie vers vos électeurs. Vous leur dites quoi quand vous faites des descentes sur terrain, quand vous avez des échanges avec votre électorat? Quels sont les discours que vous tenez pour que votre base arrive à protéger le bien commun? Vous l'avez dit, un individu qui détruit les canalisations et ça dérange tout l'environnement. Mais quel est votre discours en face de votre base en termes de pédagogie? Je voudrais te compléter, peut-être pour qu'on reste dans la même vision. Honorable, vous êtes quel député? Vous avez mis en avant les polos, l'argent, ou vous développez d'autres atouts pour galvaniser votre base? Je peux vous assurer que j'ai eu la grâce d'être élu avec plus de 10 000 voix sans avoir fait ni pont ni offert quoi que ce soit. Et aujourd'hui, de tout ce que je fais, j'ai pris la mesure de ne pas médiatiser toutes les actions que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, lorsque vous les médiatisez, vous touchez à la dignité des gens. Lorsque vous arrivez chez moi, j'ai des registres, mon assistant les a. Dans ces registres-là, toutes les personnes qui reçoivent de l'aide sociale, et c'est toutes les semaines, viennent et signent, et on écrit pourquoi. Ça nous permet d'évaluer ce que nous dépensons le mois, et ça nous permet d'évaluer la nature des problèmes que les gens ont. Tout à fait. Nous soutenons plus ou moins 100 mamans pour leur commerce. C'est un groupe que nous soutenons jusqu'à la fin de l'année. Après, on va renouveler le groupe. Nous faisons beaucoup de choses que nous ne voulons pas médiatiser parce que nous considérons que lorsque vous allez faire un don de riz, ainsi de suite, ou des bancs, ou que vous aidez une église, ce que nous faisons souvent, et que vous devez médiatiser, ça doit passer à la télévision. Vous touchez à la dignité des gens parce que les gens sont en train de souffrir et il faut quand même protéger. Nombre de vos collègues le font régulièrement, honorablement. Oui, mais moi, je ne le fais pas. C'est ma philosophie. Je le dis ici que j'ai été élu sans offrir un polo à qui que ce soit, encore moins de l'argent. Et j'étais le troisième à Lukunga, ça veut dire qu'après le président Martin Fayoulou, c'était Jean-Jacques Mamba, et on avait 11 après moi, mais je n'avais rien offert. Donc je continue à parler aux gens, et à chaque fois que j'ai des rencontres, ce que je dis sur ce plateau, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que, nonobstant le fait que je sens l'obligation d'assister socialement, de vous aider, bientôt nous allons construire un pont, et d'après ce que l'architecte nous a dit, ça va nous coûter 15 000 $. C'est 2 mois d'émolument. Et je vais vous donner une anecdote, je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on me dit faites-nous le pont, ça sera le pont Mamba. Je leur dis non, ce ne sera pas le pont Mamba, je ne veux même pas voir mon nom sur ce pont, je vais faire ce pont-là et je vais continuer mon chemin. Ce n'est pas mon travail. L'opinion ne empêchera pas, c'est votre œuvre finalement. Non, mais ce que je dis, c'est que je n'ai pas cette logique médiatique, je n'ai pas cette logique de dire que parce que vous avez aidé, ce n'est pas notre devoir, parce que vous avez posé un acte, il faut que ça passe à la télévision, il faut que tout le monde sache que vous avez posé cet acte-là. Je trouve ça indigne, parce que nous sommes dans un contexte de pauvreté extrême et je ne souhaite pas exhiber cette pauvreté et l'exacerber. D'accord? Alors maintenant, ce que je fais lorsque je parle, lorsque je
suis en communion avec les personnes, avec les électeurs, j'essaie de conscientiser, j'essaie d'expliquer toutes les démarches parlementaires que j'initie. Ma foi, il y a quand même des personnes qui s'y intéressent, mais comme je l'ai dit en début d'émission, je n'ai jamais vu, alors très rarement vu, des personnes qui viennent vous voir pour discuter proposition de loi, pour discuter science, pour discuter règlement de l'intérieur, discuter proposition, projet de loi du gouvernement, discuter chiffres, discuter avenir. C'est que l'objectif n'a pas été atteint, honorable. Lequel? L'objectif du discours n'a pas été atteint. On essaie de le faire, mais vous sentez, écoutez, vous sentez insidieusement que ces personnes ne sont pas très intéressées. Vous allez voir quelqu'un qui commence bien, honorable, on a suivi votre intervention, mais à la fin de son discours, à la fin, votre bénin la qui prise à son cas, et Kobima, il n'a pas le choix, il est devant un député qui a été élu, il laisse sa femme et enfant sans le moindre pain, pas de verberie, il n'a pas le choix. Je dis ceci, nous le faisons et nous le faisions avant tous à la député. C'est-à-dire qu'on va bien à Batou, qu'on sunga Batou. Ce n'est pas mon problème. Et pas l'anglaise problème. Je vous explique le contexte. Je suis en train de vous dire ceci. Je vous donne un exemple. Supposons que je n'ai pas de réserve de moyens. On me demande de faire un pont Landimi. C'est 2 mois de mes émoluments, ok? Je prends les 2 mois de mes émoluments, je fais le pont. Pendant ces 2 mois-là, je vis comment? Pendant ces 2 mois-là, j'ai des charges fixes, moi travailleur, les enfants sont à la maison, ainsi de suite, l'école et tout ça, je fais comment? Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que nous mettons nos élus dans des conditions d'exiger de plus en plus au gouvernement. Vous aviez même suivi le discours du chef de l'État au Congrès lorsqu'il disait « Nous savons que vous êtes exposés à beaucoup de cas sociaux ». C'est la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de pression sur le gouvernement, parce qu'en réalité, ce que nous recevons, nous le redistribuons. Mais ça, ce n'est pas le plus grand danger. Le plus grand danger, c'est lequel? C'est que lorsque vous vous exposez à des œuvres sociales qui entament ou qui érodent largement vos revenus, tu ne vas pas hésiter, lorsque tu vas aller contrôler un ministre, lorsque tu vas aller contrôler un DG, tu ne vas pas hésiter, tu auras le choix entre recevoir son enveloppe et continuer à soutenir ta base, ou refuser l'enveloppe et faire un travail ingrat parce que ta base ne va pas t'applaudir parce que tu avais fait une œuvre dans le cadre du contrôle parlementaire. C'est-à-dire que vous ne verrez pas des gens qui feront une fête parce qu'un ministre est tombé, à moins que ce soit les gens de son ministère, mais la population, à la limite, lorsqu'elle vient vous voir, ce n'est pas pour vous féliciter de votre proposition de loi. Elle vient pour des problèmes. Donc, vous avez le choix entre dire, bon, à moi, 30 chabona bendango, que le monsieur, que le mandataire ou le ministre continue à voler, moi je prends les 30 000. Pourquoi? Parce que demain, je dois donner à maman Songolo, je dois donner à papa Songolo, Pakala. Il faut l'appeler ça Bangombongo, il faut Nasunga. Et comme pour être élu ou pour être réélu, il faut que je reste en communion avec ma base, c'est mieux de prendre l'argent et de faire des œuvres sociales pour garantir son siège que de faire un contrôle pour lequel vous ne gagnez rien, mais lorsque les gens viennent avec des problèmes, vous n'êtes pas en mesure de les résoudre. C'est un choix qui est cornélien et qui est très difficile. Alors aujourd'hui, je vous recevais il y a 3, 4, 5 ans de cela, vous me disiez, au niveau du Congo, il y a un problème, la population n'est pas exigeante face au gouvernement. Et cette exigence-là doit être à quel degré? C'est à vous, députés, ou au gouvernement, ministre, mandataire, avec qui on doit être très exigeant? Je vais vous expliquer. Je vous donne des anecdotes. Ça passe. On est au Congo. Il y a une forme d'osmose entre la population et ses pilleurs. C'est-à-dire, il y a un phénomène Moko, à un moment donné, j'ai oublié le terme, mais vous avez un tortionnaire qui est adulé par son esclave, par la personne qui souffre. Oui, Lélo. Le syndrome de Stockholm. Voilà, merci. Heureusement que tu me rappelles ça. Lélo, surtout, Vaninga, notre voisin Jean-Pierre. Et que, Banominga ministre. Au moninga la sombi lupango voisin, au moninga la sombi mutuka la salle de 3 étages, vous serez la première personne à venir m'applaudir. Aux amontoli bosso voyez pas na situation na yambio bien pour le ah Jean-Jacques Mamba change à terre. Mais comme ministre mon condimento solo li la valeur Jean-Jacques Mamba humble. Jean-Jacques Mamba zoyiba. Jean-Jacques Mamba zo bon à l'état, mais ba toi quartier bazoya papa toi un premier bébé Jean-Jacques Mamba bim $500. Eh, ce que mec qui a to robo mabino, na Jean-Jacques Mamba zo sanini azoyiba. Qui protège Jean-Jacques Mamba? Ce sont ceux qui bénéficient directement, il y a ba faveur, il y a moyibi wana. C'est-à-dire tant moyibi ça la œuvre dans le quartier, ba bazo les makasi, ba bénéficier d'un mot. Ce sont ces gens-là qui le protègent, qui sont des Congolais comme vous et moi.
Donc j'ai commencé par vous dire que nous sommes dans une faillite sociétale. C'est la mentalité qui doit changer. Tout le monde est pareil. Sur les alliés opposants, les lots, tout le monde a un ming, ça la marche. Mais les cas a eu pouvoir. Au beignet, on les souhaitait via Pexengaï. Pourquoi? Parce que on a nommé son oncle, parce qu'on a nommé son papa. À reste opposaté. Parce que quand le papa partira, hors de votre famille, il y a un boulot, je vais terminer par là. Série toujours seule opposition, porte-parole à MLC, attaqué. J'avais fait une émission à la RTNC là vraiment, donc c'était un peu chaud. Là on a signé cette émission, comme ban amour à Bazaranase, on a mais bakipé n'a pas mon appétit, je suis rentré à la maison. Maintenant le lendemain, bah tu vas y retourner à l'angaï et bah ça y est 3. Alors j'ai dit que je vais faire une blague. Bah Vandi Boy, bah le bon, en tout cas honorable, yo bang a raté, le bi vraiment, marmo le baki, yo bang a raté tout ça. Et puis j'ai fait mine d'être triste, je leur dis écoutez j'ai un problème. Abinangani honorable, parce qu'il m'appelait déjà honorable à l'époque. Je dis non, en tout cas, Nazaboué, président Kabila, Bengi Singa, Yatine, moi, président Sawabaya, parce qu'on a joué Batena, Keneto, na Kenete. Alors ils étaient à 3, on est sur Bakiti Moutounase. Et puis, celui qui était le plus courageux à l'obby, honorable, Yamara Mamboka, Namouniazaka, chef de l'État, Kendeka. Et l'autre qui, comme une chanson, l'autre qui rajoute, honorable, Torobi Karawana. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes gens sont venus me dire que c'était dangereux, ils étaient contents, j'avais attaqué le pouvoir et tout ça, mais ce sont les mêmes gens, lorsque je leur dis que je suis maintenant prêt à être corrompu, ces mêmes gens-là m'encouragent. Pourquoi? Parce que comme ça rapproche, ou bien poste, et c'est ça le drame de notre pays. C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent pas au-delà de leur personne, de leur famille ou de leur cadre restreint. Et lorsque ce cadre restreint, la famille et la personne est isolée, n'a pas accès aux privilèges, au monde les ébélés. Ils sont lucides, français, en tout cas, non, le bas, français. Mais lorsque l'un d'eux accède, même s'il accède par des moyens frauduleux, et ils oublient la misère au peuple. Donc, nous devons revaloriser des professions locales, philosophes, sociologues, pour mieux appréhender les problèmes de la société et avoir des solutions globales. Par exemple, une d'entre elles, il faut éviter dans les chansons qu'on cite le nom des gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si 70% des personnes au Bayemba, on a chance, vous êtes en train d'expliquer à ceux qui étudient là campus que vous perdez votre temps parce que chance c'est zéro au Pamba. Vous êtes en train d'expliquer à nos enfants là qu'on est danger, même s'ils ne fournissent pas d'efforts. Et ça, c'est une musique que nous véhiculons depuis 30 ans, où on dit, aux autres de Syrie, ça pas te libanda, mon pao. C'est-à-dire, on a banalisé la fonction présidentielle. Et être président au Congo, à Kinshasa, tout le monde est président. Président d'association, président de ONG, président de club. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une réflexion globale que nous devons avoir. Nous devons assumer cet échec collectif et chacun à son niveau de responsabilité avoir des solutions appropriées. Ok, Vicky a effleuré la question aussi des 100 jours du gouvernement. Ça me compte que vous, députés, avez investi à l'Assemblée nationale, avec le Sénat également. Entendre le Premier ministre dans son discours, quand il présentait le bilan des 100 jours de son gouvernement, une des questions importantes était celle relative au recensement. Jacques Mamba, vous êtes député, nous sommes à 2 ans et demi de 2023. Est-ce aujourd'hui une nécessité qui est recensement de la population du Congo, quand on sait le débat qui entoure cette question, 3 ans, 4 ans, on risque de ne pas avoir les scrutins en 2023. Est-ce qu'un chef de gouvernement le dit comme ça vous rassure, vous qui l'avez investi? Écoutez, vous savez, cette problématique de recensement, c'est une problématique essentielle au développement du pays. Vous ne pouvez pas développer un pays, vous ne pouvez pas faire une politique publique si vous n'êtes pas en mesure de savoir sur le territoire national il y a combien de personnes. En ce qui concerne la santé, lorsque vous devez, par exemple, alimenter les centres de santé. En ce qui concerne la sécurité. En ce qui concerne l'éducation. Au fait, tous les secteurs de la vie nationale, les chiffres, le ministère du Plan a besoin des statistiques exactes pour permettre à avoir des politiques publiques qui répondent aux vrais besoins, dans leur quantité comme dans leur qualité. Personne ne peut douter ou discuter sur la nécessité d'un recensement dans un pays en voie de développement. Là n'est pas le problème. Mais en ce qui nous concerne, nous députés, et précisément moi, membre du G13, ayant pris ce problème à bras le corps, lorsque nous avions fait notre tournée, nous sommes allés à l'ONIP
Pourquoi? Parce que, au-delà de cette nécessité impérieuse d'avoir des statistiques et des chiffres pour permettre à ce que des politiques publiques soient peaufinées, mais il y a aussi la problématique constitutionnelle, il y a l'agenda politique aussi. Cela veut dire que nous devons, tout en répondant de cet impératif technique, répondre de l'obligation constitutionnelle, c'est-à-dire d'organiser les élections à bonne date. Avoir un recensement, c'est avantageux parce que vous savez que le fichier électoral, pour les 3 derniers cycles, à chaque fois que Balobaka ou non, on doit mettre à jour le fichier électoral, ça coûte entre 400 et 600 millions de dollars. Par contre, lorsqu'il y aura un recensement, on va extraire le fichier électoral du fichier de recensement du registre de la population consolidée, c'est-à-dire en éliminant directement. Parce que lorsqu'il y a un recensement, on le met à jour tous les ans. Et lorsque la CENI aura besoin d'avoir le fichier des nouveaux majeurs, de ceux qui peuvent participer comme électeurs à l'élection, on extraira. Ça veut dire que ça va coûter largement moins cher. On aura des processus électoraux moins coûteux si nous faisons un recensement. Donc, nous avions pris ce problème à bras le corps dès le début. Malheureusement, encore une fois, il y avait un problème de moyens. Mais le DG de l'ONIB nous avait dit, à cette époque-là, c'est-à-dire l'année passée, que s'il commençait, il avait besoin de 300 à 350 millions, il pouvait finir le recensement au plus tard en octobre 2022. Ce qui permettrait largement d'avoir un fichier consolidé et d'extraire le fichier électoral pour les élections. Maintenant, j'ai aussi ouï dire que si le Premier ministre parle de recensement, qu'il est possible d'avoir les résultats de ce recensement avant 2023. Si c'est possible, pourquoi pas? C'est une nécessité parce que ça va impacter le coût des élections, parce que nous pouvons extraire le fichier électoral, nous n'aurons pas un double emploi, mais aussi ça permettra à ce que nous ayons des bonnes politiques publiques pour le cycle 2023-2028. Honorable, je comprends que les recensements, c'est pratiquement l'antichambre des élections. Or, aujourd'hui, l'actualité est dominée par cette polémique autour des animateurs de la CENI. Vous qui êtes député, comment le vivez-vous dans votre peau? Je vais m'exprimer à titre personnel, parce que j'ai fait des propositions dans mon groupe parlementaire. Je suis du groupe parlementaire MLC Allié et je suis du G13. Donc moi, j'ai donné ma position. Malheureusement, j'ai été minorisé. Ma position est la suivante. Il faut couper le cordon ombilical entre les compétiteurs et les organisateurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les compétiteurs aient la possibilité de désigner les organisateurs. Ici, par organisateur, je parle de la CENI, et compétiteurs, je parle des politiques. Nous avons eu 3 cycles électoraux où ce sont des compétiteurs qui ont, on va dire, la primeur ou qui ont l'avantage de désigner eux-mêmes leurs organisateurs. Cela veut dire que lorsque vous avez une Assemblée nationale, vous avez 2 familles, vous avez une majorité et vous avez une opposition. Lorsque la CENI est le reflet de cette structure parlementaire, ça veut dire que vous avez plus de membres à la CENI de la majorité que de membres de l'opposition, c'est-à-dire vous reproduisez cette représentativité au niveau de la CENI, le risque est énorme que ceux qui sont majoritaires dans le bureau veuillent conserver leur majorité. C'est un risque qui est énorme et qu'on ne peut pas négliger. Donc, lorsque j'ai parlé de couper le cordon ombilical, pour être plus clair avec vous, dans ma philosophie, ce qui devrait se passer, c'est que nous devrions introduire une dose de tirage au sort dans la désignation des animateurs. Et de quelle manière? Nous avons, très rapidement je vous le dis, nous avons 26 provinces. On désigne un délégué par province. Et comment est-il désigné? Il est aussi désigné par tirage au sort. Ça veut dire que vous allez, des personnes, vous déterminez le profil pour faire une commission nationale de sélection du bureau de la CENI et de la plénière. Donc, vous faites une commission nationale pour préparer les élections avec 26 membres, dont chacun est élu et choisi par tirage au sort. Donc, alors, a priori, ils ne se connaissent pas. Nous aurons une commission nationale qui a 26 membres de différentes provinces et qui, elle, a la tâche, en une année, de nous fournir un bureau de la CENI et de nous fournir une assemblée plénière. Dès lors que cette commission-là existe et que des profils sont prédéterminés pour être membre ou président de la CENI, les gens viennent déposer leur candidature, mais on donne aussi la possibilité à la population d'apporter des témoignages. C'est-à-dire qu'à la première sélection, les gens peuvent venir dire « Non, moi, je recuse celui-là parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela ». Ça permet de faire une sélection déjà sur cette base-là, des témoignages avérés naturellement, que cette commission va contre-vérifier. Mais après, in fine, lorsqu'il restera par exemple 30 personnes pour le poste du président national, le président du bureau de la CENI, on tire aussi au sort.
De sorte qu'il n'y ait pas une formation politique qui ait la latitude ou qui ait le privilège de savoir ou de dire ou de prévoir que j'ai désigné quelqu'un qui est président du bureau de la CENI. Il doit être inconnu jusqu'à la dernière minute et ça doit être fait par un huissier. Le tirage au sort met tout le monde d'accord. Le tirage au sort s'oppose à tous s'il est transparent. Par contre, nous ne pouvons pas empêcher à quelqu'un d'avoir une préférence. Lorsque vous désignez quelqu'un, même celui qui a été tiré au sort, il y a deux candidats, il préfère l'un. Mais le jeu du tirage au sort et le mécanisme d'une commission nationale vous empêche d'exprimer ou de matérialiser vos préférences. Mais c'est ça le vrai problème. Parce que partout au monde, même là où c'est organisé par le ministère de l'Intérieur, les animateurs ont des préférences. Mais malheureusement, le cadre légal ne leur permet pas de matérialiser ces préférences-là. Et nous devons renforcer le cadre légal de désignation. Non, mais le problème reste entier. Votre position a été minorisée, ce n'est pas passé, mais le fait de l'action aujourd'hui nous donne un autre cas de figure. On est encore, comme Vicky l'a dit ici, la controverse, elle est permanente, elle est totale, et ça s'enlise tous les jours. Les catholiques, les protestants, l'église des réveils, Denis Kadima, Cyril Botroul, on n'en sort pas, d'autant plus que le temps passe. Je me dis, vous, Assemblée, on se rappellera que votre président Bosso avait donné un deadline, un ultimatum aux confessions de 48 heures qui est passé. Mais aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de la dépolitisation de la CENI. Le processus que je viens de vous décrire ne permet pas ce genre de choses. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Chaque confession religieuse amène son candidat. Mais lorsqu'elles sont à 8, et que 6 autres peuvent se liguer parce qu'elles sont petites, et que le mécanisme final, c'est le vote, il est tout à fait normal que le candidat des petites confessions religieuses sera désigné président de la CENI. Malheureusement, c'est ce qui se faisait déjà au cycle passé. Et que nous avions décrié, parce qu'il suffisait d'instrumentaliser à l'époque les confessions religieuses de petite taille, pour qu'elles désignent un candidat, pour que les confessions religieuses de grande taille, qui sont réputées généralement être du côté de l'opposition, puissent ne pas avoir un candidat. Pour résoudre ce problème-là, je viens de décrire un processus qui est fiable. Venons-en au fait. Aujourd'hui, effectivement, il y a un blocage qui résulte de quoi? Qui résulte du fait que nous avons, nous au Parlement, adopté une loi qui est quasi la copie conforme des lois précédentes qui avaient posé les mêmes problèmes, à la différence marginale que il y a 7 membres bureau à la place de 6 et qu'on a augmenté aussi la participation de la société civile, ce qui ne règle pas le problème de fond, parce que le problème de fond, c'est la confiance qui doit exister entre les organisateurs et les compétiteurs. Donc, je pense, à ce stade, que le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, prendra ses responsabilités. En tout cas, j'espère que les choses seront faites. Nous aussi, en tant qu'Assemblée nationale, nous devons tout faire, dans le format de la loi actuelle, pour que les confessions religieuses puissent trouver une issue conciliante, de sorte que ce différend n'impacte pas le processus électoral qui doit être enclenché pour que nous ayons des élections en bonne date. Ça, c'est notre responsabilité. La responsabilité du chef du gouvernement et du chef de l'État, c'est aussi d'apporter son expertise et d'apporter un peu de sa notoriété pour permettre à ce que le processus électoral soit assaini. Parce qu'il ne faut pas que nous allions déjà en suspicion et en désaccord sur la désignation des membres, parce que ça épiloguera forcément sur un processus électoral qui ne nous mettra pas d'accord et qui va nous apporter de l'instabilité. Honorable, moi je suis dans une logique, dans une perspective des solutions. C'est pourquoi je m'intéresse suffisamment à votre proposition. Vous dites que vous avez été minorisé. Qu'est-ce qu'on reproche à votre proposition? Foncièrement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des reproches. On l'a trouvé plutôt compliqué. Par contre, en Afrique du Sud, c'est plus ou moins ça qui se fait. Vous avez plus ou moins 50 candidats pour en avoir qu'un à la fin. C'est un processus qui dure 1 année. Et par rapport aux réalités de notre pays et le manque de confiance qui existe entre nous, entre les différentes parties prenantes au processus électoral, à défaut d'avoir des élections organisées au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense que le tirage au sort peut nous mettre un peu d'accord. Ça, c'est vraiment mon point de vue. J'ai essayé de le défendre, mais malheureusement, je me suis retrouvé au sein du groupe parlementaire avec des avis contraires. Nous sommes passés au vote et mes amendements ou mes propositions ont été rejetés. Je ne sais pas vous dire ce qui a motivé à ce qu'elles soient rejetées, mais je peux vous dire les faits, qu'effectivement, j'ai proposé, j'en ai parlé, malheureusement, ce n'est pas passé. Alors, quel est aujourd'hui votre regard sur ce qui a été fait par votre commission PAJ dirigée par Dieudonné Mbata? On peut dire aujourd'hui que la dépolitisation a été un échec de la CENI?
J'ai discuté avec le député, l'honorable Mbata, le président de la PAJ, qui est un éminent professeur en droit constitutionnel, et je crois qu'on s'est séparés en queue de poisson parce que je suis resté sur ma position, il est resté sur la sienne. Moi, je lui ai dit, et je continue à dire, je ne parle pas de ce cycle-ci parce que la loi est déjà tracée. C'est déjà fait, au fait. Hein. Donc, moi, je parle des prochains cycles. En tant que député, nous avons la responsabilité de préparer l'avenir. Si nous ne coupons pas le cordon ombilical entre les organisateurs et les compétiteurs, nous n'aurons jamais des... Et vous savez, les conséquences des mauvaises élections, c'est quoi? Les gens minimisent. Regardez M. Kabila. M. Kabila, en 2006, c'était plus ou moins chaotique les élections, mais ça passait quand même. Mais en 2011, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui arrive après les élections chaotiques? Qu'est-ce qui arrive lorsque le processus électoral est mis à mal? Prenons 2018 et 2011. M. Tshisekedi, le président de la République, est élu et nous avons eu des difficultés juste après. La coalition FCC-Cash n'a pas fonctionné et après nous nous sommes retrouvés dans un format d'union sacrée. Nous nous sommes tous mis d'accord à l'union sacrée que nous allons faire en sorte que les choses s'améliorent. Le MLC est partie prenante comme d'autres partis. Mais vous savez, les discussions déjà pour avoir l'union sacrée, combien de temps elles ont prises et les atermoiements de la coalition FCC-Cash ont pris près d'une année. Le gouvernement a été bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ça provient des élections qui n'étaient pas bien organisées. Avec une réalité tout à fait asynchrone où vous avez un président de la République qui est élu avec une majorité qui n'est pas de sa famille politique. Ça veut dire, c'est comme si les électeurs, lorsqu'ils vont voter, ils disent qu'ils votent un président, entre guillemets, candidat président de l'opposition, mais ils votent un député de la majorité. Je crois que c'est ça le vrai problème qu'il y a eu dans la coalition FCC-Cash. C'est-à-dire que le président Tshisekedi s'est retrouvé dans une assemblée où il y avait tellement de députés, plus de 80%, qui ne sont pas de sa famille politique. Et ça n'a pas fonctionné, et heureusement pour lui, et heureusement pour le pays, qu'il a mis fin, et que nous sommes dans un format d'union sacrée. Mais nous parlons de quoi? Nous parlons aussi de 2011. Lorsque le président Kabila est passé dans des conditions que vous connaissez, qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a parlé des concertations nationales. Après les concertations nationales, on est arrivé au dialogue de la 5 ans. Le cycle électoral a été retardé de 2 ans. Mais si vous regardez par rapport à son ambition, à la campagne qu'il a faite en 2011, il n'a pas pu réaliser ce pourquoi il avait bataillé, parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Parce que dès lors que, après l'élection, vous commencez à traiter des problèmes d'illégitimité, ça vous prend du temps, parce que, pour former un gouvernement, ça peut vous prendre 6 mois, 7 mois. Après les gouvernements, il y a les entreprises publiques. Lorsque vous y additionnez les problèmes d'insécurité, il est difficile aujourd'hui, si les élections sont mal organisées, quel que soit le candidat, à avoir un progrès dans le pays, parce que il y aura toujours des problèmes dont les germes et l'embryon sont finalement les mauvaises élections. Ok, honorablement, Vicky, il nous reste 6 minutes. Il y a 2 questions importantes qu'on n'a pas encore évoquées. Et l'histoire de la nationalité qui pose un problème. Qui sera candidat, qui ne le sera pas par rapport à cette question. Et là, on fait directement allusion à la loi Tchani. Vous êtes député national. Votre collègue Ntingui l'a endossé. Pensez-vous que cette question vaut son pesant d'or actuellement? Non, je l'ai dit plusieurs fois. Nous sommes en démocratie. Si la loi est inscrite, nous aurons un débat. Pour ma part, j'estime que 60 ans après l'indépendance, pays le plus pauvre au monde, ce n'est pas par le fait que nous avions eu des dirigeants dont l'un des parents n'était pas congolais. Et d'ailleurs, si nous devons aller plus loin, vous savez, avec la naturalisation, il y a des Libanais, il y a des Indiens qui sont devenus des Congolais. Vous pouvez avoir un couple indien de Congolais qui font un enfant qui a la nationalité des parents, mais qui est tout à fait indien, entre guillemets. Il n'est pas plus congolais que celui dont un des parents est congolais. Donc je pense que cette loi mérite d'être discutée. Moi, mon avis, c'est celui-là. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas opportun. Et après, lors du débat, chacun de nous va affûter ses armes pour essayer de convaincre la majorité des collègues au cas où la loi serait mise, inscrite au calendrier. Vous n'avez pas l'impression que c'est une proposition de loi qui a des visées électorales pour empêcher les uns à accéder ou à la satisfaction de leurs ambitions? Bon, moi, ce que je crains, c'est que cette loi porte un coup fatal à la cohésion nationale. C'est ma plus grande crainte. Maintenant, on peut interpréter de diverses manières les raisons pour lesquelles cette loi vient en ce moment-ci, mais cela n'est pas vraiment mon propos, pour la bonne et simple raison que je veux qu'on laisse la possibilité aux électeurs. Si les gens considèrent que pour que nous soyons en paix dans ce pays, pour que ce pays devienne prospère, il faut que le président de la République ait 2 parents congolais, le Premier ministre ait 2 parents congolais, que le chef d'état-major... Si les gens le pensent,
eh bien, qu'on laisse les électeurs en décider lors d'une campagne électorale. Ça veut dire que chacun affûte ses armes. Dès lors qu'il y a un candidat qui arrive dont l'un des parents n'est pas congolais, que ce soit utilisé comme un argument pour le disqualifier. Nous avons bien vu ici la campagne Kabila-Bemba. On disait Jean-Pierre Bemba, Mwanamboka, et on disait Kabila, c'était un Rwandais. Et c'était un élément de campagne. Vous comprenez? Donc, je crois qu'en démocratie, lorsque Obama s'est présenté, il y en a qui disaient il ne faut pas élire un métis, c'est un noir, c'est un africain à la Maison Blanche, c'est horrible. C'est un argument. Malheureusement, la loi permettait, ou heureusement que la loi permettait à Obama de se présenter parce qu'il était aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a des questions qu'il faut laisser au souverain primaire qui lui-même s'est déjà exprimé via le référendum sur la congolité, sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République dans un référendum à 85%, et il n'est pas allé dans ce sens-là. Donc moi, je ne vais pas aujourd'hui ramener des débats qui ne vont nous apporter pas plus de richesse, pas plus de travail, pas plus de sérénité, et d'ailleurs pour les problèmes de sécurité. Lisez le rapport mapping. Ceux qui sont cités, les présumés coupables, vente des armes, vente d'uniformes militaires, vente des rations des militaires, mais ce sont des Congolais de père et de mère. Est-ce que vous pensez que la loyauté est génétique? La loyauté n'est pas génétique. Ok, on va arrêter là en 30 secondes parce que vous êtes élu de la Lukunga. Cette émission a été consacrée pour que vous apaisez votre électorat, les érosions, le manque d'eau, le manque de courant électrique. Est-ce que votre électorat peut être apaisé, que vous voulez les défendre contre vents et marées? Je continue à le faire. En ce qui concerne l'eau, il y a une usine qui est presque finie de la Régie des eaux. Je crois que nous serons bien alimentés. En ce qui concerne l'électricité, des efforts seront fournis. En ce qui concerne les érosions, j'espère que les Warriors, comme ils ont une bonne approche, nous avons l'approche de faire une nouvelle ville, et j'espère qu'on donnera priorité à tous ceux qui ont souffert ou tous ceux qui souffrent et qui ont perdu leurs biens immobiliers, notamment immeubles et appartements, dans le cas des catastrophes naturelles, notamment les érosions. Donc, nous vous remercions de votre disponibilité, de vos réponses, en espérant que votre électorat vous a suivi, a été convaincu de cet entretien qui va apporter des échos favorables. Écoutez, on le saura, mais bon, j'ai participé, j'ai contribué comme je pouvais au débat, et j'espère qu'on sera compris. Vicky, on a fini. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était un plaisir de discuter avec l'honorable, qui est un cadre du MLC et un jeune qui réfléchit. En tout cas, moi, je lui adresse mes encouragements, et merci aussi à nos téléspectateurs qui pourront nous suivre à la fois sur Canal Kin et sur Géopolis Télévision. Ok, merci également à Serge Makoso, Kouparbola, Rodilou Adio, Gédonko, et pour leur apport technique. Comme Vicky l'a dit, sur Canal Kin et Géopolis TV, cette émission passera. Le rendez-vous est pris prochain pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à notre programme, bonne soirée chez vous et bye bye, Inch'Allah.